C'est le moment de répondre à vos questions. Le numéro de téléphone va apparaître en bas de l'écran. N'hésitez pas. Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie, Diane Lamarre, pharmacienne de formation, et docteur urgentologue Gilbert Boucher avec nous. Bonjour à vous trois. Allô, Paul. Docteur Boucher, on le constate, je sais pas, racontez-nous un peu dans votre milieu de travail à l'Institut de cardiologie aux urgences, comment ça se passe ailleurs. Il commence à avoir de la pression de plus en plus de gens qui se présentent aux urgences. Comment c'est chez vous, docteur Boucher? Alors, écoutez, dans les urgences de l'île de Montréal, il y a eu encore plus de patients qui sont présentés hier. On est encore loin là, de nos volumes habituels. Et on a certains centres hospitaliers qui ont des gros problèmes à cause de patients là, qui restent dans les hôpitaux, qui n'ont pas besoin de soins. Mais on est en train de s'organiser pour faire de la place pour les nouveaux patients. Il faut s'organiser pour s'occuper de la population en général. Là, il y a des procédures, des chirurgies, des traitements qu'il faut qu'ils soient faits. Donc, à l'œil comme ça, docteur Boucher, il y a plus de pression, mais le système tient le coup? Aux urgences, on a amplement de place pour recevoir des nouveaux patients. C'est très sécuritaire. On s'occupe de vraiment bien mettre les patients en isolement d'un de l'autre pour pas qu'ils attrapent le COVID. C'est important que les gens consultent s'ils ont des problèmes médicaux. Voilà, on va passer maintenant à vos questions. Donald est en ligne avec nous. Bonjour, Donald. On vous écoute. Oui, bonjour. C'est Rénal, mon nom. Ronald, OK. C'est pour Pierre-Olivier. Bonjour. Moi, mon épouse a travaillé au service de garde de la commission scolaire de la capitale. Elle a travaillé à peu près 15 heures semaine. Oui. Là, vu que l'école recommence bien vite, elle est obligée de lâcher son ouvrage parce que pour moi, je pogne d'une maladie pulmonaire. Mm-hmm. Là, je voudrais savoir si ça le doit 2000 pièces pareil par mois. C'est une excellente question, Rénal. Il faut vraiment rester en sécurité. Alors, la question que vous me posez, finalement, ça va dépendre un peu de la condition de votre épouse. Alors, elle peut continuer à travailler avec un minimum d'heures jusqu'à 1 000 $ bruts par mois. Là, vous dites, est-ce qu'elle peut se retirer et quitter son emploi? Si on regarde le libellé exact de la prestation canadienne d'urgence, il faut vraiment perdre son emploi pour être admissible à cette prestation. Alors, je vous dirais que théoriquement, elle n'aurait pas droit à ce chèque de 2 000 $ par mois pendant 4 mois, étant donné qu'elle va quitter son emploi et ce n'est pas son employeur, par exemple, qui va la mettre à pied temporaire. Bonne chance à vous. Maintenant, question qui vient de tvanouvelle.ca. Les enfants qui souffrent d'allergies saisonnières sont-ils plus à risque s'ils contractent la COVID-19? Docteur Boucher, d'abord. En ce moment, les enfants n'ont pas démontré le plus de problèmes en tant que tel. C'est pour ça qu'on veut les déconfiner. C'est pour ça que l'Association des pédiatres le recommande. Nous aussi, dans les urgences, là, on le voit, on est capable de s'occuper de plus de patients malades. Il n'y a pas eu de décès au Québec par rapport à ça. Moi, j'ai pas lu rien par rapport aux allergies saisonnières. C'est juste que c'est plus difficile de voir s'ils ont des symptômes ou pas du COVID. Oui, ça se complique parce que, mais Diane, si on additionne donc la condition d'allergique en ce moment aux symptômes de COVID, mettons, si on extensionne ça aux adultes, est-ce que c'est pas une complication additionnelle, là? Bien, les principales comorbidités, là, ce sont vraiment cardiovasculaire, hypertension, diabète, bien sûr les gens qui sont plus âgés, et puis après, ce sont les gens qui reçoivent des médicaments immunosuppresseurs. Mais au niveau de l'asthme même, en général, si les gens ont une vraie maladie pulmonaire obstructive chronique, là, de l'emphysème, bronchite chronique, ça, c'est vraiment des maladies bien associées à des complications. Mais pour les enfants, en tout cas, pour l'asthme, c'est pas un facteur. En fait, pas l'asthme, mais l'allergie saisonnière, c'est fréquent. Et comme dit Dr Boucher, l'inconvénient, ça va être de distinguer les symptômes. Mais souvent, dans la rhinite allergique, le symptôme typique, c'est l'éternuement et c'est pas typique à la COVID-19. Donc, si l'enfant éternue, c'est un indice en général que c'est plus une rhinite allergique, c'est pas la COVID. C'est pas un symptôme de la COVID, hein? Non. C'est parfait. Question maintenant qui vient de Myriam Bell qui demande, est-ce que les podiatres et les physiothérapeutes et les dentistes seront autorisés à rouvrir, Pierre-Olivier? Myriam, la réponse est non. Pour l'instant, ces établissements doivent demeurer fermés, sauf les dentistes pour les urgences. Là, si vous avez une crise dentaire, évidemment, n'hésitez surtout pas, ne perdez pas de temps et contactez votre cabinet dentaire. Mais pour l'instant, le gouvernement, Paul, les a classés dans les entreprises qui font partie des soins personnels. Et on n'a pas de date de réouverture qui est précisée dans le calendrier qui a été dévoilé aujourd'hui. Donc, chiropraticiens, physiothérapeutes, les podiatres, les dentistes, on demeure fermés pour l'instant. Même chose pour salon de coiffure, etc. Oui, tout ce qui est soins esthétiques, soins personnels, les massothérapeutes, les spas. Pas question pour l'instant de relancer ces industries. À suivre. Oui, à suivre.
Alain est en ligne avec nous maintenant. Bonjour Alain, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui, mon épouse fait la tension assez élevée et en même temps, elle est diabétique aussi assez élevée. Et elle doit travailler bientôt en garderie avec le milieu enfantin. C'est assez dangereux. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième, c'est que dans le monde au complet, on nettoie les rues, on les désinfecte. Et ici, on n'a encore rien entendu de ce côté-là. Est-ce qu'on y pense un petit peu? Oui, c'est vrai. Diane, là-dessus, là, parce qu'effectivement, en Asie particulièrement, et un peu en Europe également, on voyait ces camions de fumigène là, pour désinfecter. On n'a pas ça en Amérique? Non, on n'a pas ça en Amérique. Et je vous dirais que la compréhension qu'on a de la maladie, c'est que ça transmet par gouttelettes. Et quand les gouttelettes sont tombées sur l'asphalte, il n'y a plus vraiment de contamination importante possible. Alors, on préfère investir, je pense, sur les vraies mesures qui ont porté des résultats. Alors, la distance, tousser dans le coude, éviter de se toucher. Et maintenant, bien, c'est sûr qu'avec le retour au travail, on va utiliser davantage l'équipement de protection avec un masque maison. Et ça va nous protéger davantage. Mais la grande désinfection, vous savez, c'est très relatif comme protection parce que dans la demi-heure qui suit, si quelqu'un, par exemple, sur un banc de parc, repasse, touche, eh bien, on peut avoir l'impression que c'est propre et puis finalement, ça a déjà été recontaminé. C'est ça. Ouais. Et l'aspect médical de la question, Dr Boucher, donc sa conjointe a une double maladie, entre autres le diabète, l'a retournée comme technicienne de garderie dans ce contexte-là. C'est indiqué ou pas? Écoute, c'est évident qu'elle est plus à risque. Ça va prendre des directives très claires de la santé publique. Là. On en entend parler. Nous, on se fait demander presque à tous les jours. Alors, ma conjointe a tel genre de problème. Est-ce que moi, je peux retourner travailler? Nous, dans le milieu de la santé, avec les services essentiels, la directive qu'on s'est fait dire d'appliquer, c'est que la personne qui est exposée là, aux patients potentiellement positifs ne doit pas avoir de facteur de risque. Par contre, les gens qui restent à la maison, donc en deuxième exposition, c'est pas une raison pour enlever les travailleurs. Alors, M. Legault a dit un petit peu des choses différentes à la conférence de presse. Il va falloir que ça soit clair par Dr Arrucia de qui va falloir qu'on enlève de travailler ou pas. Exactement. Mais Diane et Gilbert, là, je vous pose la question parce que la question nous est transmise de toutes les sources en ce moment. Justement, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y aura une liste, par exemple, de ces maladies? Si on l'a, on ne doit absolument pas s'exposer à des risques. Avez-vous un cas, Dr Boucher, jusqu'à maintenant? Alors, non, effectivement, il n'y a pas de cadre, puis ça va devenir quelque chose de très important. Quand c'était seulement le personnel soignant, on était capable de gérer ça. Mais maintenant, avec toute la population, la peur qu'on voit, il va vraiment falloir qu'on ait des lignes directives claires, parce que c'est sûr qu'on peut pas se retrouver que tout le monde va rester à la maison. Puis d'un autre côté, il y a effectivement des gens qui sont plus à risque, mais maintenant, il va falloir gérer ça. Oui, Diane. Il y a toute la dimension aussi des autorisations. Donc, je pense que le ministère va travailler là, actuellement sur une liste là, au moins de contre-indications claires, nettes et précises. Et il faut aussi se rendre compte que quand c'est ambigu comme ça sursollicite les médecins pour remplir des billets de travail, pour finalement être exempté de retourner au travail. Donc, c'est vraiment pas performant dans le contexte actuel. C'est pas là qu'on veut avoir recours aux médecins. Et il faut que ce soit un peu plus clair pour que les gens puissent vraiment prendre la décision. Mais la décision première aussi, le premier ministre a dit, si votre santé vous inquiète, bien, on retourne pas. Alors, à la limite, je pense que les gens vont reprendre confiance progressivement, mais moi, je pense qu'il y a deux éléments. L'équipement de protection individuelle dans les garderies, dans les écoles, ça va falloir qu'il soit disponible, pas juste dans les garderies, mais dans les écoles aussi. Écoles, hein? Et la rapidité de tester dès qu'il va y avoir une éclosion, il faut que ce soit très rapide pour qu'on évite que vraiment ça se propage. Sonia est en ligne avec nous. Bonjour, Sonia. Votre question. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir s'il existe des masques et des gants pour les enfants, les jeunes enfants. Diane? Ma connaissance, c'est pas, mais j'imagine qu'à Sainte-Justine, ils doivent avoir des équipements adaptés pour les tout-petits. Mais sur le marché, en général, je n'en ai pas vu. Je vous avoue, Sonia, que j'ai pas vu ça, mais ça doit se trouver. Peut-être qu'en communiquant avec des hôpitaux pédiatriques, on pourrait vous guider un peu à l'endroit où vous pourriez en trouver. Pour les masses maison, là, on peut en faire sur mesure, mesure. Mais c'est pas évident de respirer avec ça, là, Dr Boucher, vous le disiez. Mais la question se pose?
Définitivement. Alors, comme Diane le mentionne, là, ça semble pas avoir été une industrie qui a été très, très développée. Puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous entend pour en offrir pour nos tout petits. Il faut comprendre que la qualité des masques change beaucoup les choses. Je vais vous faire un exemple. Hier soir, je travaillais, puis on avait une nouvelle sorte de masque à l'urgence. Et puis, c'était un masque qui était excessivement irritant pour la peau. Là. Après 1h45, je n'en pouvais plus. Alors, c'est important d'utiliser des matériaux qui vont être très confortables pour les enfants, parce que sinon, Dr. Oudal l'a dit, là, si on commence à se toucher la figure, qu'on n'arrête pas de le déplacer, on cause plus de problèmes que de bénéfices. Et je sais, Paul, qu'il y a plusieurs entreprises québécoises, des petites entreprises, même des couturières, qui en fabriquent des masques pour enfants. J'ai moi-même fait la recherche là, en me disant pour mon tes enfants. vieux. Exactement. Et j'ai trouvé sur Facebook là, plusieurs entreprises qui offrent d'en livrer, d'en confectionner à des prix très raisonnables. Je pense à Dr. Guenille. Il y en a un paquet. Là. Alors, n'hésitez pas, soit via les médias sociaux, via les moteurs de recherche, même sur le panier bleu, hein, c'est une possibilité. Il y a des entreprises québécoises qui s'affichent. Ça se trouve. On avait oublié ce panier bleu. J'ai vu qu'on faisait beaucoup de masques noirs et je vous avoue que peut-être que c'est plus esthétique ou plus design, mais je trouve que c'est important qu'un masque reste pâle pour qu'on puisse voir, en particulier ceux des enfants, s'ils l'ont sali, s'ils lui ont touché. Donc, puis même chez les adultes, je pense qu'on a intérêt, en tout cas dans le domaine de la santé, nos masques, ils sont pas noirs, ils sont blancs ou pastel pour qu'on puisse voir vraiment s'ils sont salis, même si on sait que le virus, lui, il paraîtrait pas, là, mais au moins les éléments qui sont visibles. L'utilisation est plus évidente. Oui. Nicole Pelletier, maintenant, à Pierre-Olivier te demande, elle doit retourner travailler et son fils fréquente une garderie privée non subventionnée. La responsable l'a informé que la garderie restera fermée. Est-ce qu'elle a une alternative? Bien, Nicole, pas pour l'instant. Pas d'alternative. Pourquoi? Parce que dans le cas des garderies en milieu familial non subventionnées, elles ne sont pas, ces garderies, sur le radar du ministère de la Famille. Alors, par exemple, vous avez votre enfant qui est dans un service de garde subventionné en milieu familial ou dans une garderie. Bien, si jamais la garderie ne rouvre pas ses portes, vous avez des alternatives en vous rendant sur la place 05 ou ma place 05 là, sur le site web du ministère de la Famille. Vous allez vous inscrire, vous êtes déjà inscrit, vous êtes en mesure d'être relocalisé dans une garderie à proximité. Pour ceux et celles qui se trouvent dans une garderie non subventionnée en milieu familial, donc pas sur le radar du ministère, il n'y a pas de solution pour l'instant, mais j'ai soulevé l'enjeu avec le cabinet du ministre de la Famille et ce qu'on m'a indiqué, c'est qu'on travaillait activement avec les partenaires pour trouver des solutions. Alors, ça pourrait venir au cours des prochains jours. Ne perdez pas espoir. Et je signale, le ministre sera avec nous demain en après-midi pour répondre à nos questions et je lui poserai la question directement. Oui, voilà. Maintenant, une question qui vient de tnouvelles.ca. Différentes études sont en cours, on le sait, là, pour évaluer l'efficacité de médicaments comme la colchicine et l'hydroxychloroquine. Diane, je m'améliore là-dessus quand même. Lequel de ces médicaments semble le plus prometteur contre la COVID-19? Docteur Boucher, pour commencer. Aucun. C'est assez simple. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de drogue pour combattre ce virus-là. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a un certain antiviral qui est bon contre le VIH, qui a peut-être des aspects prometteurs, mais on n'a aucune étude en ce moment là, pour justifier de dépenser de l'argent pour des médicaments. Parce que, Diane, effectivement, là, moi, je regarde un peu toute la littérature là-dessus et il n'y a rien qui a fait ses preuves. Et on essaie à peu près n'importe quoi, y compris des médicaments contre les brûlures d'estomac à ce moment-là. Actuellement, sur le site américain, sur les essais cliniques, là, Clinical Trial, ils ont 900 études qui sont en route pour trouver médicaments principalement. Malheureusement, on avait quelques espoirs avec le Remdesivir et l'étude a été interrompue parce qu'il y avait trop d'effets secondaires. L'hydroxychloroquine, on est vraiment très, très prudent maintenant. Il y a eu des cas d'arythmie. Donc, c'est vraiment toujours dans des contextes de recherche bien documentés, dans des protocoles de recherche. Et il y a quelques autres médicaments qui bougent un peu. La colchicine, c'est dans les phases très légères de la maladie. Ce ne sera pas dans les phases très avancées qu'on la prévoit. Alors, pour l'instant, non, on n'a pas beaucoup de valeurs sûres. Il y a quand même un médicament, le tolicizumab, qui est utilisé dans des conditions où il y a des espèces de tempêtes de cytokines, comme on dit, qui avait déjà cette indication-là avant et qu'actuellement, sous protocole de recherche encore, on essaie d'utiliser pour voir quand la situation vraiment
se détériore chez les patients qui ont la forme très virulente de la COVID. Mais malheureusement, donc, c'est ce qu'on retient. De... Toujours rien qui est clairement efficace là, contre la COVID-19. Vous ne bougez pas, le numéro de téléphone apparaît en bas de l'écran. Appelez-nous, encore écrivez votre question à tvnouvelles.ca. On vous retrouve dans un instant à LCN. Richard est en ligne. Bonjour, Richard. On vous écoute. Oui, bonjour. Ma question est pour M. Zappa. Bonjour, Richard. Je voudrais savoir si... moi, je travaille dans une carrosserie d'automobile à Montréal-Nord. Je voudrais savoir si c'est le 4 ou le 11 qu'on commence à travailler, nous. Bien, a priori, les services d'ateliers mécaniques et de carrosserie sont déjà autorisés à reprendre leurs activités car ils figurent sur la liste des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement. Néanmoins, il doit y avoir des mesures d'hygiène, de santé et de sécurité là, pas mal plus importantes que ce qu'on connaissait par le passé. Mais vous êtes autorisé déjà là à réparer, entre autres parce qu'il y a des camions de livraison qui ont besoin de réparation au niveau de la carrosserie. Pensons aux livreurs d'épicerie. S'il y a un accident, on a besoin de réparation d'urgence. Donc, voilà pourquoi vous pouvez continuer de travailler. Et donc, voilà, vous pouvez dès maintenant le retourner au travail si votre employeur vous a rappelé ou il est possible de vous offrir du travail. Bonne chance à vous. Suzanne est avec nous maintenant. Bonjour, Suzanne. On vous écoute. Oui, bonjour. Moi, c'est pour une question. C'est que moi, je travaille dans un CPE, besoins essentiels. Je viens tout juste d'avoir 60 ans. Puis d'après M. Legault, à partir de 60 ans, on devrait rester à la maison. Nous, on va être ouvert à partir du 4 de mai ou du 11 de mai. Est-ce que je pourrais aller au travail? Sinon, si je ne peux pas y aller, quel salaire que je vais avoir? Même si vous êtes encore toute jeune, Suzanne, à 60 ans, eh bien, le gouvernement, effectivement, recommande que les gens de 60 ans et plus ne reviennent pas au travail. En même temps, le gouvernement a dit, on va tenter de vous trouver des tâches que vous pourrez réaliser à la maison via télétravail. Dans votre cas, ça va peut-être être difficile. Alors, je vous encourage à avoir une discussion avec votre employeur. Et si, ultimement, vous n'avez plus d'emploi, plus de revenus d'emploi en raison de la COVID-19 et que vous répondez aux autres critères d'admissibilité de la prestation canadienne d'urgence, je ne vois pas, théoriquement, pourquoi vous n'y aurez pas droit. Mais avant toute chose, consultez votre employeur et voyez ce qui est possible de faire. Parce que le gouvernement a été très clair. Les 60 ans et plus, vous allez rester à la maison, car évidemment, vous êtes plus vulnérable face à la pandémie. Docteur Boucher, c'est arbitraire, 60 ans. Est-ce que la science confirme ça? Alors, les facteurs, l'histoire des derniers mois nous a démontré qu'en haut de 60 ans, effectivement, on avait plus de risques d'avoir des complications. C'est pas absolu. On sait qu'on avait commencé la pandémie avec 70 ans comme étant la limite. Alors, ça va prendre des procédures en place très claires là, pour qui peut et ne peut pas travailler pour garder la population en sécurité. Mike est en ligne maintenant. Bonjour, Mike. Votre question. Oui, bonjour. Alors, ma question est la suivante. Alors, je m'interroge sur les séquelles. Je m'interroge sur les séquelles permanentes suite à une personne qui a été atteinte du coronavirus, qui est les suites, c'est les conséquences de ces séquelles-là. Alors, ça affecte les reins, ça peut affecter le cerveau. Mm-hmm. Puis des recherches cliniques ont été faites sur des souris avec le coronavirus, puis apparemment que ça peut ça a causé de la sclérose en plaques à ces souris-là. Alors, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. On commence à Diane. J'ai pas vu d'informations spécifiques, en tout cas pas chez l'humain, c'est sûr, du côté de la sclérose en plaques, mais avec le processus inflammatoire massif, là, quand les gens se rendent vraiment dans une étape très avancée dans la maladie, avec le recours aux soins intensifs, il est possible qu'on voit apparaître une forme de fibrose pulmonaire parce qu'il y a quand même des dommages inflammatoires importants. L'autre élément qu'on peut voir, c'est sûr que si ça va jusqu'à l'insuffisance rénale, mais en général, jusqu'à maintenant, ça paraît être réversible. Ce qui revient difficilement aussi, c'est la perte de l'odorat. Les gens ont du mal. Semble-t-il que ça devrait être réversible, mais en tout cas, après quelques semaines, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas encore retrouvé l'odorat. On propose aux gens de stimuler leur odorat en respirant de la cannelle, des odeurs plus fortes, pour essayer de restimuler un peu les fibres nerveuses qui ont été affectées. Parce que, Dr Boucher, également là-dessus, moi, je voyais des témoignages, justement. Diane en parlait, les reins, des séquelles à un certain moment, le foie également.
c'est grave comme conséquence éventuelle. Pas tout le monde, heureusement, mais dans certains cas. Oui, alors moi, je retiendrai deux choses de la question de monsieur. Alors, on le dit depuis le début, là, le virus du COVID, on en apprend à tous les jours et à toutes les semaines. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse à ça, c'est oui. Parce qu'en ce moment, il fait absolument tout. Diane en parlait, certaines choses, les souris. Est-ce que c'est possible qu'il cause des problèmes? Oui. Maintenant, il faut regarder quelle est l'incidence. Là. Combien de fois est-ce que ça l'arrive? Puis ça, c'est extrêmement rare. On commence à rentrer là, vraiment dans des chances sur 1 sur 1 million. Il faut se rappeler qu'on est 8 millions au Québec. Alors, il y aura ces complications extrêmement rares. Ça ne frappera pas tout le monde. Mais est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui, malheureusement. Ce virus-là est fantastique. Là. Il attaque vraiment tous les organes, fait un paquet de choses, mais ça n'arrive pas très souvent. Alors voilà, on vous souhaite bonne chance, Diane, Dr Boucher et Pierre-Olivier. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je vous le rappelle, vous nous appelez ou encore envoyez vos questions à tvanouvelles.ca. TVA Nouvelles suit à l'instant.